Bienvenue à tous dans ce premier épisode hors série du podcast The Trick Play. On profite de l'intersaison qui est souvent très longue au college football pour vous préparer des petits épisodes comme ça pour vous occuper jusqu'au mois de septembre prochain. Le premier, il est dédicacé à la saison peut-être la plus folle de l'histoire du college football. Et non, je ne parle pas de cette année 2020, mais bien de l'année 2007 qui a été une année historique où pour la première fois, le champion à titre a fini avec 2 défaites. Alors, pourquoi on a décidé de parler de cette saison 2007 avec Gus qui est ici présent? C'est parce que pour nous, c'était la saison qui caractérisait le mieux le college football, les upsets, des gros qui perdent contre des petits, dans un paysage du college football qui était quand même bien différent. Donc j'en profite pour dire un petit bonjour à Gus. Salut Baptiste, salut tout le monde. Alors, pour faire simple, Gus, on rappelle un peu à nos auditeurs. Donc, les upsets, ça fait partie de l'univers du college football. On n'attend que ça chaque saison. On est très content quand c'est pas notre équipe qui en subit un. On est très content quand c'est une équipe classée qui en subit un. Donc là, pour faire simple, les équipes du top 10 ont perdu 29 fois au cours de cette année 2007. À titre de comparaison, cette année, c'est seulement 9 fois. Les équipes classées numéro 1 ont perdu 4 fois. En mesure de comparaison, cette année, c'était une seule fois. Et les équipes classées numéro 2 ont perdu 7 fois. D'accord ? 7 fois, c'est simple. Il y a eu 14 semaines dans une saison de college football. 13 semaines, pardon, dans une saison de college football. C'est-à-dire que l'équipe classée numéro 2 a perdu plus d'une fois sur 2. Voilà, c'est pour vous dire à quel point cette saison était complètement folle. Alors, pour remettre un peu les choses dans le contexte, le college football était quand même très différent que ce qu'il était à l'époque, enfin ce qu'il est maintenant, pardon. On va faire un petit saut en arrière déjà pour revenir sur la saison 2006. On sort d'une saison où le vainqueur du titre national, c'est Florida, vainqueur d'Ohio State 41-14. Le premier titre national pour notre ami Urban Meyer, coach de Florida. Le Heisman Trophy, c'est le quarterback de Ohio State qui s'appelle un certain Troy Smith, qui est resté dans les années du college football, mais pas franchement de la NFL. Non, même pas du tout. voire pas du tout. Il fait un peu partie de ces Heisman Trophy qui après ont eu du mal à confirmer en NFL, et on sait qu'il y en a quand même un certain nombre. Donc voilà, donc c'est une année. Alors l'année 2006 c'est assez classique. Florida perd un seul match contre Auburn et après remporte tranquillement le reste et écrase Ohio State en finale nationale. Alors, pourquoi je vous parle de la saison 2006 ? Parce qu'il y a pas mal eu de changements d'entraîneurs assez notables à l'intersaison entre 2006 et 2007. On peut en citer quelques-uns. Je pense notamment à un certain Nick Saban, pas très connu, qui arrive du côté d'Alabama. Bud Jones qui arrive du côté du Central Michigan. Brian Kelly qui arrive du côté de Cincinnati, où il remplace un certain Mark D'Antonio qui lui part à Michigan State. Et qui aujourd'hui, Brian Kelly est le coach de Notre-Dame. Tout à fait. Depuis une douzaine d'années. Tout à fait. J'avais oublié qu'il n'était pas resté très longtemps à Cincinnati. Je pensais qu'il restait un peu plus longtemps. Il n'est pas resté très très longtemps parce qu'on lui a fait beaucoup d'appels de phare. Et je pense pas que Notre-Dame le regrette. Et je reviendrai juste sur ce que tu as dit sur Nick Saban. Alabama de cette époque-là, c'était pas le Alabama d'aujourd'hui. Et vous le comprendrez dans cet épisode. Alabama subit aussi des upsets. Et je crois qu'on ne les mentionne même pas parce qu'ils sont à peine classés dans le top 25, enfin très, très ponctuellement. Voilà, c'est loin d'être les places fortes du college football à ce moment-là, c'est plutôt Floride, la Floride, donc notamment avec Florida, Florida State, qui commence à pointer un peu le bout de son nez, Texas bien évidemment et USC. Voilà, on est au milieu des années 2000. C'est le Pete Carroll de USC, USC de Pete Carroll, pardon. C'est le Texas de Mack Brown. Enfin voilà, c'est un peu les places fortes et bien sûr Ohio State parce que c'est toujours Ohio State. Du côté aussi, deux petits changements de coach aussi assez importants, des noms que vous avez forcément entendus. Un certain Jim Harbaugh qui arrive du côté de Stanford et un Gene Chizik qui arrive du côté de Iowa State. Gene Chizik qui va aller gagner un titre avec le Auburn de Cam Newton quelques années qui suit. Donc voilà, donc des gros noms qui changent de poste en ce début d'année 2007. Un petit rappel de la PayPal si tu l'as sous les yeux, ou sinon je peux m'en occuper, la PayPal de pré-saison, bien sûr. Alors, ouais, Baptiste, l'APPOL de 2007 est bien différent de celui de cette année. Il était bien différent de celui de cette année. Alors, je vais vous donner le top 5. Le top 5 USC qui a été le numéro 1 unanime pour tous les journalistes. Celui de LSU, de West Virginia, de Texas et de Michigan. Donc, voilà, aujourd'hui, vous le savez, West Virginia, Texas, USC et Michigan ne sont plus du tout les places fortes du college football telles que l'étaient ces équipes durant
la première décennie de ce siècle. Et on retrouve en équipe, on va dire dans ce top 25, des équipes qui sont aujourd'hui, je dirais pas under the radar, mais qui n'ont plus, on va dire, leur classe, leur niveau d'antan. Des équipes comme Hawaii, Nebraska, Rogers, UCLA, dans une certaine mesure, California qui était 12e. Preuve encore que le college football peut rapidement changer. Peut rapidement changer, et puis il y avait une chose qui était quand même très différente à l'époque, c'était quand même aussi les conférences. Alors, la Pac-12 s'appelait Pac-10 à l'époque, puisqu'il n'avait comme son nom l'indique, que 10 équipes dans ses rangs. Donc, c'est les 12 mêmes, vous enlevez Colorado et vous enlevez Utah, pour faire simple. Du côté de la Big 12, ils étaient bien 12 cette fois-ci. Il y avait 2 conférences. En fait, Missouri, il y avait à l'époque Missouri et Nebraska et Colorado dans la division Nord et Texas A&M en plus dans la division Sud. Donc, pour rappel, la Big 12 a perdu 4 membres de conférence. Il y en a rajouté 2 en personne de TCU et de West Virginia. Du côté de l'ACC, Maryland faisait partie de l'ACC à l'époque avant de partir pour la Big Ten. Voilà, c'était des championnats qui étaient un petit peu différents, et il y avait une conférence qui est maintenant disparue, qui s'appelle la Big East, qui faisait un peu partie de conférences du Group of Five, mais qui tapait à la porte pour faire partie des grands noms du college football, tout simplement. Et c'était notamment mené à l'époque par West Virginia et Cincinnati. En son sein, il y avait aussi Rogers, Louisville, Pittsburgh et Syracuse. Donc quand même des noms qui parlent maintenant, mais qui à l'époque étaient moins ronflants qu'en 2020. La Big Ten n'avait qu'une seule et unique division. D'ailleurs, il n'y avait même pas de championnat Big Ten à l'époque. Donc là, pareil, il n'y avait que des noms. Les noms, vous les connaissez, Michigan, Ohio State, etc., etc. Ça n'a pas trop changé. Au niveau de la SEC, ils étaient que 12 au lieu de 14 actuellement, si je dis pas de bêtises. Donc il n'y a pas Texas A&M et il n'y a pas Missouri. Voilà, c'est 2 équipes qui arriveront dans la conférence, la division Est et la division Ouest dans les années qui suivent. Et donc, pour faire simple, Gus, en fait, il y avait 11 divisions par rapport aux 10 divisions qu'on connaît actuellement, 11 conférences contre les 10 qu'on connaît actuellement, et il y avait seulement 3 indépendants, la personne de Notre-Dame, coucou Gus, Navy et Army. Donc BYU n'était pas encore indépendant, Liberty n'était pas encore en FBS, UMass, exactement. Donc c'est un paysage, les équipes sont relativement les mêmes, mais le paysage a bien changé, donc c'est assez marrant de se rendre compte de ça. Voilà, maintenant qu'on a fait un petit tour global de à quoi ça ressemblait le college football en 2007, on va pouvoir se pencher dans cette année tumultueuse 2007, et on va commencer par peut-être le plus gros upset de tous les temps. Peut-être l'upset des upsets, le match le plus emblématique. Je pense que si ce match avait eu lieu dans les années Internet, je pense que ça aurait été un retentissement absolument incroyable. Donc, Gus, de quel match parle-t-on qui s'est passé en week 1 et qui représente l'essence même du college football? On parle de la réception d'Appalachian State par le numéro 5 de l'époque, Michigan. Je rappelle aujourd'hui qu'Appalachian State est une équipe qui était en première division, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Appalachian State faisait partie de la 2e division FCS aujourd'hui. Première division, mais la division 1B, pour être plus précis. Et si vous voulez, pour mettre un petit peu tout ça en perspective, Appalachian State était le North Dakota State de l'époque, c'est-à-dire il me semble qu'ils étaient déjà sur 2 titres de champion de 2e division, entre guillemets. Et ils se déplaçaient à Ann Arbor dans le Michigan pour y affronter Michigan. Donc tous les observateurs de l'époque voyaient ce match comme, j'ai envie de dire, un cupcake game, même si le statut d'Appalachian State n'était pas du tout celui d'autres facs qui ont l'habitude d'aller jouer par exemple en SEC ou même en Big Ten pour perdre. Ce sont, comme on l'appelle, des cupcake games où ces équipes reçoivent de l'argent de la part des grosses facs. Et en général, c'est un geste plutôt... je parlerai pas de philanthropie. Mais voilà, Appalachian State se déplaçait du côté de Michigan. Michigan était favori de 33 points selon les bookmakers à Vegas. Et je te laisse raconter la suite, Baptiste, qui appartient à la légende. À la légende. Donc dans un match hyper serré, Appalachian State en fait joue tout simplement les coups à fond.
C'est une équipe finalement qui ressemble un peu à l'équipe qu'on connaît maintenant d'Appalachian State, c'est-à-dire une équipe qui lâche rien et qui embête les gros. Sauf qu'à l'époque, Appalachian State, comme était quand même, pour faire simple, c'est comme si une équipe de CFA où irait gagner à domicile, irait gagner à l'extérieur contre Lyon ou l'OM, quoi, pour faire une comparaison. Sauf que toi, si je peux ajouter quelque chose à ta comparaison, c'est beaucoup plus, on va dire, commun en Europe que des équipes de CFA ou de 3e, 4e division viennent battre une équipe de Ligue 1 ou de Première Division. Je pense notamment à Quevilly il y a quelques années en Coupe de France. Qu'une équipe FCS batte une place forte du college football, c'est quelque chose qui n'est arrivé quasiment jamais. Et pour être tout à fait franc avec vous, j'ai pas d'autres exemples qu'Appalachian State Michigan, ou alors il faut aller chercher loin, ou aller chercher dans les tiroirs du college football. Et c'est pour vous prouver à quel point c'était quelque chose d'unique à l'époque et pourquoi il y a eu tant de retentissement suite à cette victoire d'Appalachian State sur le Michigan. Surtout que les upsets les matchs contre les FCS étaient moins monnaie commune qu'actuellement, et personne s'attendait à cette défaite. On peut repenser à la défaite d'Iowa il y a quelques années contre North Dakota State, mais le contexte n'était pas du tout pareil. Il y avait pas ce parfum d'upset avant le début du match, quoi. On pensait que Michigan allait dérouler son football contre les Mountaineers, pardon, et ça a absolument pas été le cas du tout. Et ça a terminé d'une manière assez incroyable avec un field goal pour gagner. Donc il y avait 34-32 à une seconde du coup de sifflet final, pardon. Donc Michigan a la balle de la gagne et le field goal est bloqué. Il est même remonté jusqu'à la ligne des 2 yards ou 3 yards, je sais plus, des Wolverines, et donc Appalachian State l'emporte dans ce qui a été en fait le premier match du Big Ten Network. Voilà, c'est pour la petite anecdote. Donc c'est vrai que c'était assez marrant avec le recul de se dire que la chaîne de la conférence a été lancée sur le pire upset de l'histoire. À l'époque d'ailleurs, le head coach de Michigan était Lloyd Carr, pas forcément un nom qui a trop marqué, en tout cas nous les mémoires, puisque Michigan était quand même commencé à être un peu dans le creux de la vague à ce moment-là. Mais c'est sa 13e saison au sein des Wolverines, et je pense que c'est probablement la pire défaite, et c'est même peut-être probablement la pire défaite de l'histoire du programme, et voire même d'ailleurs ça a été sa dernière saison en tant qu'entraîneur de Michigan. Hein. Il est parti suite à cette saison. Oui, remplacé par un Rich Rodriguez, mais ça c'est un autre débat et des autres temps sombres pour la fac du Michigan. Voilà pour la week 1. Est-ce qu'il y avait autre chose à rajouter par rapport à ce match assez dingue? Rien, mis à part cette dernière action historique, le field goal avec les commentateurs. C'est une action iconique du college football en fait. Tout à fait. Au même titre que le retour de field goal d'Auburn face à Alabama, c'est des sons, c'est des images, c'est des commentaires qui sont restés dans les têtes de tous les fans de college football. Et à l'époque, bien sûr, Michigan est sorti de la People juste après, et Appalachian State a même reçu des votes de la part de certains journalistes, et c'est donc d'ailleurs la NCAA en a profité de cet épisode-là pour interdire le fait de voter pour les équipes FCS dans la People du FBS. Donc voilà, donc ça a même fait jurisprudence dans l'histoire du college football. Donc on va passer à la week 2. Alors c'est peut-être c'est pas forcément la plus folle, mais il y a quand même un très gros upset. Ouais, alors Baptiste, il y a eu déjà un upset en SEC qui a été important, c'était la victoire de South Carolina face au Georgia, qui était classé numéro 11 à l'époque, de Matthew Stafford, aujourd'hui qui a été échangé aux Rams de Los Angeles. Donc victoire 16-12 des Gamecocks. Si je pense que cet upset, bien qu'aujourd'hui on en parlerait beaucoup, est-ce qu'on peut dire qu'il est anecdotique au vu de la saison qu'on a eue en 2007. Et ça me permettrait peut-être de switcher sur un autre match. C'est South Florida qui a battu le numéro 17 de l'époque, Auburn. Et en fait, ce match, s'il est anodin encore pour l'instant, il marque le début de l'histoire de l'université de South Florida. C'est un succès qui était d'autant plus important à l'époque que South Florida était une équipe très jeune, dont la création de l'équipe de football remonte à 1997. Et en gros, cette victoire face à Auburn a permis à la fac de Floride
d'inscrire son nom et de commencer à montrer le bout de son nez, on va dire, à tous les journalistes, à tous les fans du college football. Et la suite appartient on va dire, aux prochaines weeks. Tout à fait. Alors, Georgia était à l'époque coaché par Mark Rich. Il y a plein de noms comme ça qui rappellent les bons souvenirs, ou pas d'ailleurs, hein, des supporters. Donc effectivement, la semaine 2, peut-être un peu moins riche en upset, mais quand même South Carolina qui upset Georgia. Je crois que c'était à Athens. Donc voilà, grosse victoire de la part des Gamecocks. Direction la Week 3 maintenant, avec un des upsets les plus importants de l'année en termes de retentissement, parce que c'est un match de rivalité. Je parle bien sûr de la victoire de Kentucky 40-34 contre les Cardinals de Louisville dans ce qu'on appelle la battle pour la Governor Cup, qui est le trophée annuel le match de rivalité entre les deux facs du Kentucky. Donc à l'époque, Louisville était bien plus un nom bien plus ronflant que les Wildcats de Kentucky. 9e national, ouais. Tout à fait, ils étaient 9e national, ils avaient remporté les 4 précédentes rencontres face aux Wildcats. Et dans ce match du 15 septembre 2007, gros upset de la part de Kentucky, qui était pas du tout une fac de football. Fac de basket, ouais. Tout à fait. Ça l'est actuellement, mais ça l'était encore plus à l'époque. Donc voilà, donc tout le monde s'attendait à une victoire plutôt tranquille de la part de Louisville. Et absolument pas, sachant qu'en plus la dramaturgie du match est quand même intéressante, puisque il y a Andrew Woodson qui était le quarterback de Kentucky à l'époque, qui était un joueur assez incroyable, assez impressionnant, qui a lancé à 20 secondes de la fin du match une passe de 59 yards pour Steve Johnson. Pour les fans de NFL, Steve Johnson a fait carrière du côté de Buffalo. Il a eu plutôt une belle carrière là-bas. Et donc, il est parti inscrire ce touchdown qui a permis à Kentucky de gagner cette rivalité si importante. Et c'est ce match, en gros, qui a été au sommet de cette Week 3. Justement, pour la dramaturgie, l'upset et, j'ai envie de dire, le petit pousset qui renverse, on va dire, je vais pas dire l'ogre de l'État, mais... il y a eu un changement quand même de la hiérarchie dans le Kentucky. Ça n'arrivait pas tous les jours que Kentucky batte Louisville, bien qu'aujourd'hui, ce soit quelque chose de complètement différent. Effectivement. Alors, toujours dans cette semaine 3, on va partir de l'autre côté des États-Unis, direction Los Angeles, enfin Pasadena pour être plus précis, avec Utah, qui à l'époque n'était pas membre de la Pac-12, je le répète, explose presque littéralement les Bruins de UCLA, qui était classé numéro 11 à l'époque, 44-6. Donc Utah était coaché par Cal Whittingham, donc, je pense déjà à l'époque, qui avait suivi les traces d'Urban Meyer. Il faisait partie à l'époque de ces programmes qui gagnaient en renommée, qui gagnaient en poids, etc. Et d'ailleurs ce qui leur a ouvert pendant les portes de la Pac-12. Donc 11e national, les Bruins. Il y a une grosse hype d'ailleurs pour les Bruins à l'intersaison 2007. Ils reviennent avec 20 starters. Donc voilà. Et en fait, ils commencent la saison plutôt correctement avec un bilan de 2-0. Et là, patatrac, la fessée à domicile. Pour la petite anecdote, c'est la dernière saison à la tête du UCLA d'un certain Karl Dorrell, qui est actuellement le head coach de Colorado. On fait un bisou à Colorado France, bien évidemment. Donc voilà, c'est assez marrant de se dire que déjà à l'époque, il était coach en NCAA. Et c'est vrai que quand il a été nommé coach à Colorado, on avait un peu oublié ce parcours à UCLA. Donc voilà, les espoirs d'une bonne saison du UCLA se sont un peu envolés, puisqu'à l'époque, Oregon était dans le creux de la vague très clairement. Stanford commençait juste à pointer le bout de son nez. On en reviendra un petit peu plus tard. On va parler de Stanford. Donc voilà, UCLA était un peu la troisième force de la Pac-10 après USC et Cal, dont on parlera aussi plus tard. Très intéressante la saison de la Pac-10 d'ailleurs en 2007. Donc voilà pour la Week 3, direction la Week 4 avec un vieil ami dont on a parlé en Week 1. Encore Michigan. Je pense que ce match face à Penn State, donc Michigan, suite à la défaite face à Appalachian State, s'est retrouvé en dehors de l'AP Poll, bien évidemment. Ils affrontaient Penn State à Penn State, qui était alors la 10e équipe nationale, et Michigan a battu les Nittany Lions 14-9. Et je trouve que ce match il est important parce qu'il symbolise, on va dire, plutôt cette saison. Toutes les équipes ont subi soit des upsets, soit ont réalisé des upsets. Et ce match en est le parfait exemple.
Michigan qui chute face à Appalachian State, mais qui arrive à réaliser une sorte de rédemption face à Penn State. Suite à cette victoire face à Penn State, Michigan est redevenu 12e à l'AP Poll. Et voilà, quoi, c'est l'histoire de cette saison, des va-et-vient dans ce classement. Tout à fait, des entrées, des sorties, ce côté, en fait, tout le monde peut gagner contre tout le monde peut perdre contre tout le monde. Je pense que... Ouais. Alors, tout à fait. Alors, ni Gus ni moi n'avons vécu cette saison en direct. Je pense que de toute façon, en France, c'était compliqué d'avoir des images J'avais 6 ans. Voilà, en plus. Non, j'en avais déjà 46. Il y avait ESPN sur le réseau CanalSat à l'époque. Je sais qu'il y avait ESPN et ESPN classique. Ouais, classique, tout à fait. Donc il y a quelques matchs par-ci par-là, mais il passait surtout du collège de basketball dans mes souvenirs. Donc voilà. Donc par contre, alors tu as parlé de rédemption pour Michigan. Par contre, il y a une autre équipe qui a été en vraie gueule de bois. C'est Louisville. Louisville qui, après la défaite contre Kentucky, qui leur a mis un bon coup derrière la nuque, perdre à domicile contre Syracuse qui était nul. Voilà, je n'ai pas d'autres termes, c'était un peu... C'est une des défaites les plus, on va dire les plus what the fuck de l'histoire du college football. Donc je répète, Syracuse a battu Louisville 38-35, alors que Louisville était favori de 37 points. 37 points, c'est énorme. Louisville était invaincu à domicile depuis une vingtaine de matchs. Donc 20 matchs en college football, on avait parlé l'autre jour, Baptiste, c'est à peu près 3 saisons. Peu d'équipes peuvent se targuer d'avoir un tel bilan. Aujourd'hui, c'est des équipes comme Clemson, même Notre-Dame, je fais un peu ma pub, qui peuvent espérer avoir des bilans comme ça à domicile. Et Syracuse avait perdu ses 3 premiers matchs de la saison avant celui-là face à Louisville de plus de 20 points. C'est peut-être, on en parle moins que du Appalachian State et d'un autre énorme qui va arriver dans quelques semaines. Mais c'est vrai que cet upset-là, il sort complètement de nulle part. Et puis ça sera la seule victoire de l'Orange cette année-là. Donc le seul match qu'ils gagnent, c'est un match où ils étaient donnés perdants de 37 points. Ils vont gagner à Louisville. Et après, ils repèrent tout derrière. Enfin, c'était saison en 8-1 ou même plus, non, en 10-1. Enfin, affreuse. Bah, c'était assez n'importe quoi. Je pense que c'est peut-être... c'était dans la Big East, donc on en parlait un petit peu moins à l'époque, mais c'est vrai que... Et comme la hype de Louisville avait redescendu d'un cran avec la défaite de Kentucky, mais sur le papier, c'est un des upsets les plus what the fuck. Alors, on se dirige vers la Week 5. Alors là, pour parler poliment, c'est le bordel le plus total. Alors, par quoi on commence ? Je trouve qu'on commence par South Florida. Allez, c'est parti. South Florida, j'en ai parlé en début d'épisode. Ils avaient gagné leur premier match face au 17e national qui était Auburn. Du coup, South Florida, 18e national, recevait West Virginia au Raymond James Stadium, là, qui vient de voir les Bucks sacrés champions du monde, comme disent les Américains. Victoire du SF 21-13, donc c'est le match qui marque véritablement le début de l'engouement pour les Bulls. Le jeu à la course, en gros, qui était la marque de fabrique des Mountaineers, il a été annihilé par la défense des Bulls. J'ai regardé le match il y a quelques jours. Là où West Virginia avait l'habitude de scorer en moyenne plus de 350 yards par match, la défense des Bulls n'en a autorisé que 188 yards. Et les images qui ont été marquantes, donc évidemment suite à cette victoire qui a été sportive, ça a été l'engouement que ça a provoqué chez cette fac de South Florida qui est de base, comme je vous l'ai dit, une fac assez récente en football. Et donc je repense aux images de l'envahissement de terrain qui a véritablement marqué le college football à l'époque, puisque South Florida arrivait de nulle part. Aujourd'hui, ils sont aussi nulle part, j'ai envie de dire, sans être trop méchant. Mais avec cette deuxième victoire, avec cette deuxième upset, chose qu'ils n'avaient jamais réalisé dans leur histoire de battre une équipe classée. Bon, après, leur histoire a été relativement courte. South Florida a fait un bond dans le classement AP Poll. Je ne sais pas si, Baptiste, tu sais à quelle place ils sont arrivés après cette Week 5 parce que alors, alors je ne vais pas le faire tête. Je vais aller récupérer l'info. Alors, South Florida, après... il passe carrément 5e, pardon, excusez-moi, 5e. Après inconnue à 5e. C'est à peu près ça, c'est une hausse les plus importantes. Allez, pour vous rigoler, après cette Week 6, le top 5 de la People, c'est LSU, Cal,
Ohio State, Boston College et South Florida. Donc c'est déjà c'est assez cocasse. 3 parmi les 5 sont assez cocasses avec le recul. Alors, tu me Après, laisses il faut dire, ouais, Pardon, bah, vas-y. justement, je vais te lancer là-dessus. Il faut dire que si South Florida a pu passer de la 18e place à la 5e, c'est parce qu'il y a eu des chocs. Il y a eu des chocs chez les meilleures équipes, et je pense notamment à Oklahoma qui a perdu contre Colorado. Voilà, donc celui-là, je voulais le faire, hein, bien sûr. Donc Oklahoma qui était classé numéro 3 avant ce match où ils se rendent à Boulder. Année compliquée en 2006 pour OU. Leur QB titulaire, Red Bomar, a exclu de l'équipe pour avoir touché un peu d'argent, comme ça se faisait un peu à l'époque. Les boosters avaient tendance à embaucher en fait certains joueurs de certains athlètes, hein, et donner de l'argent de façon un petit peu trop importante par rapport au boulot qu'ils faisaient. Donc malheureusement pour OU et Red Bomar, il a été un petit peu pris la main dans le sac. Donc voilà, on lui a demandé très gentiment de s'écarter du programme. Donc, et derrière, mine de rien, Oklahoma a subi pas mal de réprimandes de la part de la NCAA, et notamment des retraits de scholarship. Alors c'est que 2, ça peut paraître peu, mais mine de rien, c'est quand même important quand on vise l'excellence comme OU. Donc voilà, donc l'année 2007 part un petit peu mieux. Il y a un certain Sam Bradford qui devient titulaire à l'attaque des Sooners. Il est redshirt freshman d'ailleurs. Mais Futur ce bon Iceman. vieux... Ouais, ça date, hein, mine de rien, de se dire Sam Bradford était redshirt freshman. C'est assez dingue. Malheureusement pour lui, c'est un match très compliqué pour Sam Bradford, notamment sur le dernier quart. Les Sooners mènent 24-10 à l'entrée du quatrième de la dernière période. Colorado fait le forcing, prennent des risques et finissent par l'emporter grâce à un field goal de 45 yards à 2 secondes du terme, sachant que le kicker de Colorado avait loupé un field goal de plus près quelques minutes avant. Donc voilà, donc un upset assez retentissant à l'époque qui va faire reculer de façon assez importante Oklahoma dans le classement. Mais ce n'était pas le seul et unique upset dans la Big 12, puisque le rival historique d'Oklahoma, Texas, se sont eux aussi inclinés contre Kansas State. En fait, c'est le copie conforme du match de 2006 entre les deux équipes, c'est-à-dire Texas arrive grosso modo en étant favori de 15 points et Kansas State leur rentre dedans. Blesse malheureusement Colt McCoy qui était titulaire à l'époque upset Texas. Donc là, on est très clairement sur la pire défaite à domicile de l'ère McBrown au sein des Longhorns. Et l'ère McBrown, c'est pas 2 ans, hein, Ouais, c'est ça. c'est 15-20 ans. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais voilà. Entre 10 et 15 ans, comme ça, de tête, je dirais. Et c'est aussi la première victoire on the road pour Kansas State contre une équipe du top 10. Donc ça marque une victoire. Donc voilà, donc Texas était un peu sur la vague descendante par rapport au Texas de Vince Young, mais il va remonter un petit peu la pente les années suivantes jusqu'à atteindre la finale nationale contre Alabama, avec encore une fois une blessure de Colt McCoy au pire moment. Voilà pour du côté de la Big 12 avec les deux rivaux donc qui perdent coup sur coup. Direction maintenant la Big East. Alors ouais, on passe à la Big East avec un upset pour le moins improbable aujourd'hui, j'ai envie de dire, puisque déjà ces deux équipes sont en Big Ten aujourd'hui, et c'est Maryland qui a battu Rutgers, qui était 10e national à l'époque. Greg Schiano, coach que t'adores, Baptiste, il était déjà à la tête des Scarlet Knights à l'époque. Puis en SEC, il y a Georgia Tech qui a battu Clemson. Alors, si vous suivez le football depuis quelques années, c'est pas normal d'entendre ça. Avec tant de facilité. Clemson n'était que 13e à l'époque, donc c'était pas le Clemson d'aujourd'hui, c'était pas le Clemson des Deshaun Watson et des Trevor Lawrence. Donc voilà, Georgia Tech a gagné 13-3. Mais moi, ce qui m'a surtout marqué lors de cette week, puisque c'est, on va dire, une image, quand on s'intéresse un petit peu à l'histoire du college football qui revient souvent, c'est le retour de punt de Deshaun Jackson avec Cal. Vous le savez, en NFL, Deshaun Jackson est réputé pour être un super retourneur de coups de pied en tout genre. Et là, notamment, un de 77 yards face aux Volunteers du Tennessee, encore eux, lors d'une victoire de California 45-31. Deshaun Jackson évite une dizaine de défenseurs à reculons à chaque fois, donc pour vous montrer à quel point c'est un exploit d'inscrire ce touchdown.
ça a été un peu ce retour de punt à l'image de sa carrière, donc des stats incroyables dans ce domaine, puisqu'en 3 saisons du côté de Californie, il a inscrit 6 touchdowns et il a couru pour 633 yards. Ah, c'était un joueur hyper excitant de Sean Jackson. Je dirais presque qu'on en fait presque plus des mecs. Alors avec les nouvelles règles hein, sur le kick return, c'est vrai que c'est plus compliqué de revenir, de revoir des gros gains, des trucs comme ça. Mais même sur punt return, on a tendance à avoir plus de, de joueurs qui sont juste là, qui appellent un fair catch plutôt que tenter le gros gain. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était le jeu a tellement changé. Hein, quand vous regardez les stats hein, des quarterbacks, vous dites mais un bon match d'un quarterback, c'était aux alentours de 250 yards. Voilà, il faut se remettre les choses dans le contexte. Le Air Raid n'avait pas eu encore cette aide de noblesse. Il n'existait que dans les idées de Mike Leach à l'époque à Texas Tech. Donc, Il voilà, les avait déjà, les idées. Il les avait déjà. Tout à fait, mais c'était presque un autre sport. Ouais. Alors, comme dernier upset, comme dernier upset, tu as parlé des Volunteers, donc on va aller chez leurs copains de la SEC. Et du côté du Swamp à Florida, qui était classé numéro 4 à l'époque, et qui, malheureusement, tombe à domicile contre Auburn. Alors là aussi, c'était un match un peu revanche, hein, un peu comme ça c'était Texas, puisque, comme je l'ai dit en intro, Florida avait été battu par Auburn l'année dernière. Donc les Gators avaient un peu coché ce match sur leur calendrier pour prendre leur revanche. Malheureusement pour eux, Auburn sort un match quasiment parfait en défense, notamment en première mi-temps. Il bascule avec 4, en étant devant 14-0 à la mi-temps. Et finissent par remporter le match sur un field goal. Alors pas à la dernière seconde, je vous rassure. Voilà. Alors ce match il est important. Il y a deux petits fun facts hein, par rapport à ça. Déjà c'est la première défaite à Gainesville pour Urban Meyer. Donc genre, rien que ça, c'est quand même une certaine anecdote sympathique. Et la deuxième, le offensive coordinateur des Gators, un certain Dan Mullen, avait été opéré. Tout à fait, aujourd'hui head coach et coach préféré de notre ami Guigui, a été opéré d'un appendicite le jour d'avant, mais a quand même réussi à coacher depuis les tribunes. Je pense que c'est ce qui a donné des idées à Hugh Freeze pour ensuite coacher depuis son lit d'hôpital quelques années plus tard. Je crois que tu veux parler d'un match important, sans être trop important. Dis-nous en plus du côté de Stanford. Alors ouais, Baptiste, on sait à quel point ce match, intrinsèquement parlant, n'est pas si important que ça, mais c'est ce qui va provoquer, on va dire dans le futur, lors de la Week 6, donc la Week suivante. Stanford perd à domicile face à Arizona State 38-3, donc jusque-là, défaite, on va dire presque normale, tant Stanford était mauvais à cette époque-là. Donc voilà, ça a marqué en fait un début de saison infâme de Stanford. Qui était jusqu'au prochain match dont on va parler dans quelques secondes sur un bilan de 0 victoire pour 8 défaites, dont un 0-5 en conf qui fait très très mal. Voilà. Mais ça, c'était sans compter jusqu'au match au Coliseum de Los Angeles face à USC qui était l'équipe phare de la Pac-10 à l'époque et du college football, j'ai envie de dire. Ah oui, il faut remettre les choses dans le contexte. USC, c'était le Bama de l'époque. Hein. Presque en termes de succès, en termes de même de charisme de Pete Carroll, de charisme d'équipe. Hein, c'était le monde du college football tourné autour du USC, hein, pour faire simple. Donc voilà. Donc par quoi on commence? Par le fait que Stanford est coaché par Jim Harbaugh et Pete Carroll par USC, donc deux coachs qui vont après partir tous les deux pour la NFL avec le succès qu'on leur connaît. Est-ce qu'on parle du spread de 40,5 qui est le pire spread qui va être de l'histoire où l'équipe donnée perdante va l'emporter? Est-ce qu'on parle du bilan de Stanford de 2006 de 11-16, de 1-11, pardon, excuse-moi. Je sais pas, il y a tellement de choses à dire sur ce match. Qu'est-ce qu'on dit? Moi, je propose qu'on parte au 4e quart-temps de ce match, hein, vu que maintenant vous avez une petite vue d'ensemble du spread, comme tu dis, Baptiste. Alors, il faut savoir que le quarterback titulaire de l'époque du côté Stanford était TC Ostrander, sauf qu'il s'est blessé avant ce match et il a été remplacé au pied levé par son quarterback backup qui avait lancé que 3 passes durant sa carrière universitaire. Je parle d'un certain Tavita Pritchard, hein, qui va rester dans les annales du programme de Stanford. Ça, vous pouvez me croire après ce que je vais vous dire maintenant. Il restait quelques minutes avant la fin du match. Donc voilà,
Stanford était mené 23-14. On en parlait tout à l'heure, Baptiste, chose presque inespérée pour Stanford de tenir à seulement 9 points du USC de l'époque, à 11 minutes de la fin précisément. Stanford a marqué 2 field goals, puis sur un dernier drive, Tavita Pritchard est en 4e et 20. Donc 4e et 20, il doit aller chercher le first down et il lance une passe exceptionnelle, pour pas dire primordiale, pour pas dire historique, pour un certain receveur. Et ce receveur, c'était qui? Roulement de tambour, Baptiste? Un certain Richard Sherman, qui des années plus tard dira que c'est le meilleur cornerback du game, mais qui à l'époque était effectivement joué en receveur à Stanford. Avant évidemment de muter en tant que cornerback à la draft du côté de Seattle et aujourd'hui des 49ers. Donc voilà, il allait chercher le first down sur une réception assez incroyable où même sur la vidéo il se fait détruire les côtes. Je vous conseille vraiment d'aller la regarder. Et en fait, cette réception a permis de mettre Tavita Pritchard dans les bonnes conditions pour après aller lancer une passe pour que Mark Bradford inscrive un touchdown à 48 secondes de la fin du match. Et c'est comme ça que Stanford a signé le plus gros exploit de son histoire, tout simplement, en battant USC 24-23. Complètement dingue. Honnêtement, ça serait presque si Kansas battait Oklahoma, quoi, maintenant, pour faire un ordre de comparaison, quoi. Complètement. Alors, ce match, il éclipse probablement tous les upsets, même de le voir de l'année, déjà de la semaine, mais il y en a eu un autre qui est quand même hyper importante. Parce que, pareil, personne s'y attendait et que c'est une grosse. Là, pour le coup, c'est quand même presque une fessée. C'est la victoire de Tennessee contre Georgia, 35-14. Tennessee qui soufflait un peu le chaud et le froid depuis le début de la saison. Enfin, je dis ça, mais toutes les équipes ont soufflé le chaud et le froid pendant cette saison-là. Mais les Volunteers arrivent quand même à remporter la victoire face aux Bulldogs de Georgia et infligent la plus grosse défaite de Georgia depuis le SEC Championship de 2003. Et pire encore, alors le 35-14 est presque sympathique par rapport au score à la mi-temps où Tennessee menait 28-0. Tennessee qui d'ailleurs était mené à l'époque par un certain Arian Foster qui fera après les bons jours de la NFL en tant que running back. Et encore un upset cette semaine-là, mon Tigus, lequel? On part du côté de la Big Ten, puisque Wisconsin, qui était le 5e national, a perdu face à Illinois, qui aujourd'hui Illinois a beaucoup de mal en college football. Le Fighting Illini a gagné 31-26, donc ça a permis à cette équipe d'être classée en fait, voilà. Ça a été pour les supporters, j'ai lu ça de quelques articles, une sorte de récompense suite à une injustice, puisque Illinois avait battu la semaine précédente Penn State, qui était le 21e national, mais il n'avait pas pu rentrer dans les Peoples, chose qui avait fait un petit peu polémique à l'époque. Et donc cette victoire face à Wisconsin 31-26 leur a permis de rentrer dans le classement, sauf, et c'est ce qui va nous permettre de passer à la Week 7, comme Michigan, après avoir gagné ces 2 matchs, ils ont perdu dans la foulée face à Iowa lors de la semaine suivante, donc ce qui s'apparente aussi à un upset. Ils ont perdu 10-6 dans un match bien merdique. Et encore une fois, c'est un symbole de cette saison où on peut avoir beaucoup d'espoir, on peut faire de grandes choses, et la semaine suivante se prendre une douche froide. Ouais, c'était un peu effectivement, comme tu dis, la douche froide pour le Fighting Illini. En parlant de douche froide, est-ce qu'on n'irait pas du côté de Kentucky, parce que celle-là, elle est quand même comasse, j'ai envie de dire, pour les Tigers des LSU. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du côté de Lexington, si je dis pas de bêtises, à Kentucky? Ouais, c'était du côté de Lexington. Voilà, donc Kentucky. Ouais, tu sais. Du côté de Lexington dans le Kentucky. Donc, pour rappel, Kentucky a battu en début de saison Louisville, 40-34 si je dis pas de bêtises. Les Wildcats ont battu le numéro 1 national LSU 43-37 suite à un triple overtime. Donc, il y a eu 3 prolongations et ça a été en fait la première défaite d'une équipe classée numéro 1. On en reparlera après, mais LSU sera de nouveau classé numéro 1 par la suite avant de reperdre. Et
Et voilà, en fait, c'est un match qui s'est joué en fait sur un kick loupé de leur kicker de l'époque qui s'appelait Cole David de 57 yards et qui a permis du coup à Kentucky de remporter ce match. Et voilà, une sorte d'upset en fait qui est venu encore se mettre en haut de la hiérarchie des upsets de cette semaine, puisqu'il y en a eu 5 autres, avec notamment un California-Oregon State, Baptiste. Ouais, alors là pour le coup, c'était What the fuck. Pac-10 oblige, hein, ce match California-Oregon State, c'était après le LSU Kentucky. Même d'ailleurs, le LSU Kentucky a terminé alors que California-Oregon State commençait. California qui était classé numéro 2 à l'époque. Et pendant le match, les spectateurs ont bien sûr appris la victoire de LSU et ont commencé à chanter We're number one, we're number one. Ce qui a eu pour effet de déconcentrer plus qu'autre chose les joueurs de Cal et de motiver plus qu'autre chose les joueurs d'Oregon State. Tellement les déconcentrer qu'ils ont enchaîné pas mal de false start suite à cette effervescence du public. Alors c'est un match hyper bizarre de la part de California qui s'est quand même tiré pas mal de balles dans le pied avec notamment des fumbles, notamment celui de Jahvid Best qui donne carrément le field goal de la gagne à Oregon State. California qui perd de façon totalement what the fuck, puisque le quarterback remplaçant, et c'est assez dingue hein, comment à l'époque les QB remplaçants jouaient quasiment plus que les QB titulaires, mais il y avait énormément de blessures cette année-là, ce qui d'ailleurs je pense explique aussi pourquoi beaucoup d'upsets et beaucoup de bordel pour parler poliment. Donc le QB de Cal, un certain Kevin Riley, a pris les commandes de l'attaque des Bears, des Golden Bears, pardon, après la blessure de Ned Longshore dans le match contre Oregon. Très bon match d'ailleurs de la part de Kevin Riley, sauf sur le dernier drive. Même pas sur le dernier drive en fait, parce que sur le dernier drive il est énorme, il évite un safety, il convertit un 4 et 17, enfin il joue super bien. Juste un moment où au lieu de spiker la balle, il court. Ils étaient dans la red zone, hein, c'est-à-dire qu'il avait juste besoin de soit de faire spiker la balle, soit de faire une passe extérieure pour sortir pour arrêter le chrono. Ils étaient en position de field goal hein, pour égaliser. Plutôt facile en plus. Yards, ouais. Et là, il décide de courir. Le chrono ne s'arrête pas. Fin du temps réglementaire. Merci, au revoir. Et défaite de Cal. 31-28. Défaite complètement évitable, je pense. Et je pense que celle-là, elle est restée très longtemps dans la mémoire des Golden Bears, sachant qu'ils avaient la porte grande ouverte au numéro 1 du pays. Et pourquoi pas autre chose à la sortie, mais c'est vrai que celle-là, elle fait très mal. On a fait grosso modo le tour de la moitié de la saison jusqu'à présent. Je me permets de vous faire un petit rappel de la People juste après cette week 7, pour vous dire à peu près les forces en présence à mi-saison. Donc, numéro 1, Ohio State, avec un bilan de 7 victoires et 0 défaites. Numéro 2, South Florida, dont on parlait Gus, 6 victoires, 0 défaites. Numéro 3, Boston College, avec un bilan de 7-0. Numéro 4, Oklahoma, avec un bilan de 6-1. Numéro 5, LSU, avec un bilan de 6-1 également. Il reste plus beaucoup d'équipes qui sont invaincues. Donc, South Florida, Boston College, Arizona State, avec un bilan de 7-0. Un certain Kansas, avec un bilan de 6-0, qui était classé à l'époque. Dont on aura le temps de revenir. Dont on aura le temps de revenir, bien sûr. Qui était aussi donc classé numéro 15. Donc voilà, c'est un peu on en est là. Les équipes qui ont conservé leur rang par rapport à ce qu'on attendait de eux depuis le début de la saison, très clairement LSU qui malgré la défaite est quand même encore classé 5e. En fait c'est simple, les 3 équipes qui sont classées 1, 2, 3 n'étaient pas classées à la People de début de saison. Voilà, ça c'est pour l'instant, c'est en mi-saison. En équipes qui déçoivent, on a bien sûr Michigan, qui, même s'ils sont remontés, c'est une année un petit peu galère, ils sont classés 24e à mi-parcours. On a qui sont pas extraordinaires et qu'on attendait beaucoup. On a West Virginia à cause de cette défaite un peu. Texas, bien sûr. Texas, forcément, il y a eu la défaite face à Kansas State, mais il y a eu aussi des victoires étriquées contre Arkansas State ou UCF. Donc, tout à fait. Et une défaite dans le Red River Showdown contre Oklahoma. Donc voilà. Donc à mi-parcours. C'est un petit peu bordélique, mais pas mal de facs détiennent encore leur destin dans les mains, notamment les Buckeyes et même les Eagles de Boston College qui à 7-0 sont tout à fait dans les clous pour
pour aller choper un titre à la fin de la saison. Et bah du coup Baptiste, je te propose qu'on en arrête là. Voilà, c'était le premier épisode pour la première partie de la saison 2007, une saison déjà bien chargée. On se retrouve d'ici la semaine prochaine pour le second épisode qui portera sur la seconde partie de la saison. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et à très vite.